Prendre soin de tes finances est la manière silencieuse de devenir riche. Il y a quelques années, j'étais assis dans un petit café à Toronto avec un homme que j'avais rencontré lors d'une de mes conférences. Elle s'appelait Michel. La cinquantaine, cheveux grisonnants, vêtements simples, montre ordinaire. Rien dans son apparence ne laissait deviner quoi que ce soit d'exceptionnel. Nous avons commandé du café et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Brian, j'ai compris il y a 20 ans que personne ne viendrait me sauver. » Alors j'ai commencé à apprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Et aujourd'hui, je n'ai plus jamais à me soucier d'argent. Michel valait plusieurs millions de dollars. Il avait commencé avec rien. Pas d'héritage, pas de diplôme prestigieux, pas de réseau puissant. Juste une décision prise un mardi matin ordinaire, assis dans une cuisine ordinaire, de commencer à prendre ses finances au sérieux. Que tu vas se découvrir aujourd'hui, c'est exactement ce que Michel a compris. Et ce n'est pas un secret réservé aux élites. Ce n'est pas une technique réservée aux diplômés de Harvard. C'est quelque chose que n'importe qui peut apprendre, comprendre et appliquer. Mais voici ce qui est troublant. La grande majorité des gens traversent leur vie entière sans jamais comprendre ces principes. Parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce que personne ne les leur a jamais enseigné. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire ensemble. Pendant les prochaines heures, je vais partager avec toi des principes qui ont transformé des vies. Des principes que j'ai enseignés à des millions de personnes sur 6 continents. Principes que j'ai moi-même appliqués après avoir été sans le sou dans ma vingtaine, dormant dans ma voiture, me demandant comment ma vie allait tourner. Et je veux commencer par quelque chose de fondamental. Quelque chose que la plupart des conversations sur l'argent évitent complètement. L'argent n'est pas ce que tu crois. Depuis l'enfance, nous recevons des messages contradictoires sur l'argent. D'un côté, on nous dit que l'argent est important, qu'il faut travailler dur pour en gagner. L'autre, on nous dit que l'argent corrompt, que les gens riches sont cupides, que vouloir de l'argent est une forme de superficialité. Ces deux messages coexistent dans la tête de presque tout le monde, et cette contradiction crée ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive. Tu veux quelque chose tout en croyant que ce quelque chose est mauvais. Et le résultat, c'est que tu te sabotes toi-même sans même t'en rendre compte. J'ai travaillé avec des entrepreneurs brillants qui avaient tous les outils pour réussir financièrement, mais qui, chaque fois qu'ils approchaient d'un certain niveau de revenu, trouvaient une manière inconsciente de faire s'effondrer. Investissement impulsif, une décision irrationnelle, une dispute avec un associé. Pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce que quelque part, profondément enfoui dans leur programmation mentale, il y avait une croyance qui disait « Les gens comme moi ne méritent pas d'être riches ». C'est la première chose que nous devons examiner ensemble. Quelle est ta relation avec l'argent? Pas ce que tu penses consciemment, mais ce que tu ressens viscéralement quand tu vois quelqu'un de très riche. Est-ce de l'admiration, de l'envie, du ressentiment, de la méfiance? Ces réactions émotionnelles sont des indicateurs puissants de ta programmation mentale profonde. Et cette programmation, qu'on le veuille ou non, gouverne nos décisions financières bien plus que notre logique. Voici une analogie que j'utilise souvent. Ton esprit conscient est comme le capitaine d'un navire. Et il donne des ordres, il fixe le cap, il prend des décisions. Mais le vrai moteur du navire, ce qui détermine réellement où il va, c'est le pilote automatique. Et ce pilote automatique, c'est ton subconscient. Si ton pilote automatique est programmé pour éviter la richesse, peu importe les ordres que donne ton capitaine conscient, le navire reviendra toujours vers les eaux familières de la médiocrité financière. Alors comment reprogramme-t-on ce pilote automatique? Par la répétition, par l'exposition, par l'expion délibérée et constante. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre quelques vérités fondamentales sur l'argent lui-même. L'argent est un amplificateur. C'est l'une des choses les plus importantes que j'ai jamais apprises. L'argent n'est pas bon ou mauvais en soi, il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, l'argent te rendra plus généreux. Si tu es anxieux, l'argent amplifiera ton anxiété. Si tu es irresponsable, l'argent accélérera ta destruction. C'est pourquoi tant de gens qui gagnent à la loterie se retrouvent plus pauvres et plus malheureux, quelques années plus tard que lorsqu'ils ont gagné. L'argent n'a pas changé qui ils étaient. Il a juste amplifié leurs habitudes, leurs croyances et leurs comportements existants. Cela signifie quelque chose de très précis pour toi. Si tu veux que l'argent améliore ta vie, tu dois d'abord travailler sur toi-même. Tu dois devenir le type de personne qui mérite, gère et fait croître la richesse. Et ce n'est pas une question de moralité. C'est une question de compétences, d'habitudes et de mentalité. Parlons maintenant de la mentalité.
Parce que c'est là que tout commence. J'ai eu l'occasion d'observer de très près des centaines de millionnaires au TOFA au cours de ma carrière. Des hommes et des femmes qui sont partis de rien et ont construit une richesse significative. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point leur façon de penser est différente de celle de la moyenne des gens. Pas leur intelligence, pas leurs compétences techniques, leur façon de penser. Voici une distinction que je veux que tu comprennes profondément. Il existe deux types de mentalités fondamentaux face à l'argent. Ce que j'appelle la mentalité de consommateur et la mentalité de bâtisseur. La mentalité de consommateur dit « Comment puis-je dépenser ce que j'ai gagné pour me sentir bien maintenant ?» La mentalité de bâtisseur dit « Comment puis-je utiliser ce que j'ai gagné pour créer plus ?» Ce n'est pas une question de combien tu gagnes. J'ai connu des gens qui gagnaient 200 000 $ par an et qui vivaient dans une anxiété financière permanente parce qu'ils dépensaient 210 000. Et j'ai connu des gens qui gagnaient 40 000 $ par an et qui construisaient patiemment une fortune parce qu'ils vivaient sur 35 000 et investissaient le reste. La différence n'est pas le revenu, la différence est la mentalité. Voici quelque chose que les études sur la richesse révèlent de manière consistante. Dans son livre remarquable sur les habitudes des millionnaires, Thomas Stanley a découvert que la grande majorité des millionnaires américains ne vivent pas dans des maisons extravagantes, ne conduisent pas des voitures, luxe et ne portent pas de montres hors de prix. Ils vivent modestement, en dessous de leurs moyens, et investissent la différence. Ce qu'on appelle en anglais « living below your means ». Vivre en dessous de tes moyens, c'est une idée qui va à l'encontre de tout ce que la culture populaire nous enseigne. Nous vivons dans une société qui glorifie la dépense, qui célèbre l'ostentation, qui associe la valeur personnelle aux possessions matérielles. Et pendant ce temps, les véritables bâtisseurs de richesse font exactement l'opposé. Ils accumulent silencieusement, discrètement, méthodiquement. Je veux te parler d'une loi que j'appelle la loi de l'accumulation. Cette loi dit que chaque grande réussite financière est le résultat d'une accumulation de petites actions cohérentes sur une longue période. Rien de spectaculaire, rien de dramatique, juste la discipline de faire les bonnes choses, encore et encore, jour après jour. Pense à un chêne. Un gland tombe sur le sol. Pendant les premières années, il ne se passait presque rien de visible. La graine germe sous terre. Les racines s'étendent. Mais si tu regardes le sol, tu ne vois rien. Puis une petite pousse apparaît. Fragile, insignifiante. Des années passent. La pousse devient un arbuste. L'arbuste devient un arbre. Et après 20, 30, 40 ans, tu as un chêne magnifique, solide, imposant, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Ta fortune financière fonctionne exactement de la même façon. Les premières années, tu ne vois presque rien. Les progrès semblent insignifiants. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Elles regardent leur petit compte d'épargne, ils regardent leurs investissements modestes, et ils se disent que ça ne vaut pas la peine. Ils veulent des résultats immédiats, elles veulent que le gland devienne un chêne en 6 mois. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi, et la richesse non plus. Albert Einstein aurait dit que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde, que celui qui le comprend le gagne, et que celui qui ne le comprend pas le paie. Je ne sais pas si Einstein a vraiment dit cela, mais peu importe. L'idée est profondément vraie. Voici un exemple simple pour illustrer la puissance de l'intérêt composé. Si tu investis 1 000 € par mois à partir de l'âge de 25 ans, avec un rendement annuel moyen de 7%, à 65 ans, tu auras accumulé environ 2 600 000 €. 2 600 000 € pour 1 000 € par mois. Mais si tu attends d'avoir 35 ans pour commencer, avec exactement le même effort mensuel et le même rendement, tu n'auras accumulé que 1 300 000 €. En attendant seulement 10 ans, tu as perdu plus d'1 300 000 €. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'étaler, c'est une question de temps. Et le temps, contrairement à l'argent, ne peut pas être récupéré. C'est pourquoi je dis souvent que le meilleur moment pour commencer à investir était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Maintenant, parlons de quelque chose qui est au cœur de toute réussite financière. Les habitudes. J'ai passé des décennies à étudier les habitudes des personnes financièrement réussies et j'ai identifié un ensemble de comportements qui reviennent de manière consistante, peu importe la culture, le pays ou le secteur. Activité. Ces habitudes ne sont pas mystérieuses. Elles ne sont pas secrètes, mais elles demandent de la discipline. Et c'est précisément pourquoi si peu de gens les pratiquent. La première habitude, c'est ce que j'appelle payer toi-même en premier. Quand la plupart des gens reçoivent leur salaire, voici ce qui se passe. Elles payent leur loyer, leurs factures, leurs abonnements, leur voiture, leur nourriture, leurs sorties.
Et si à la fin du mois, il reste quelque chose, ils se disent qu'ils vont peut-être économiser. Mais bien sûr, à la fin du mois, il ne reste jamais rien. Ou presque rien. Et le cycle recommence. Les bâtisseurs de richesse font exactement l'inverse. Dès qu'ils reçoivent leurs revenus, avant de payer quoi que ce soit d'autre, ils se paient eux-mêmes. Elles mettent de côté en pourcentage fixe, 10% minimum, 20% idéalement, dans un compte d'investissement ou d'épargne dédié. Et ensuite, ils vivent avec ce qui reste. Ce principe semble simple. Elle est révolutionnaire dans ses effets. Quand tu te paies en premier, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Tu te dis, mon futur est ma priorité numéro 1. Et progressivement, tu t'adaptes à vivre avec moins. Tu trouves des façons créatives de réduire tes dépenses. Tu prends des décisions d'achat plus conscientes. Tu commences à distinguer ce dont tu as besoin de ce que tu veux simplement parce que la publicité te l'a suggéré. J'ai un étudiant qui s'appelle François. Quand il a commencé à travailler avec moi, il gagnait environ 50 000 € par an et n'avait pratiquement aucune épargne. Il dépensait tout. Et il me disait qu'il ne pouvait pas économiser parce que son salaire n'était pas suffisant. Je lui ai demandé d'essayer quelque chose pendant 90 jours, mettre de côté 10% de chaque revenu, immédiatement, automatiquement, dans un compte séparé qu'il ne pouvait pas toucher facilement, et vivre avec le reste. 90 jours plus tard, il est revenu me voir. Il m'a dit « Brian, c'est incroyable. Je vis exactement comme avant. Je ne me sens pas plus à l'étroit et j'ai 5 000 € de côté. » Ce qui l'a le plus surpris, c'est à quel point l'adaptation avait été facile. Parce que nous nous adaptons toujours à nos contraintes. Si tu as moins d'argent disponible, tu trouves des façons de t'en sortir avec moins. Si tu as plus d'argent disponible, tu trouves des façons de le dépenser. C'est ce que les économistes appellent l'inflation du mode de vie. À mesure que tes revenus augmentent, tes dépenses augmentent proportionnellement, et tu ne te retrouves jamais vraiment plus riche qu'avant. Tu vis juste dans un appartement plus grand. Tu conduis une voiture plus chère. Tu pars en vacances dans des endroits plus luxueux, mais ta liberté financière réelle n'a pas progressé. La deuxième habitude fondamentale, c'est le suivi de tes finances. Il y a une loi en management qui dit que ce qui est mesuré est géré. Le principe s'applique parfaitement aux finances personnelles. Les gens qui ne savent pas exactement combien ils gagnent, combien ils dépensent, où va leur argent, ne peuvent pas prendre de bonnes décisions financières. C'est comme essayer de conduire une voiture les yeux bandés. Je demande souvent à mes étudiants lors de mes séminaires, « Savez-vous exactement combien vous avez dépensé le mois dernier ?» Dans chaque catégorie, très peu de mains se lèvent. Et pourtant, ces mêmes personnes se plaignent de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois. Tenir un budget, suivre ses dépenses, analyser ses habitudes financières, ce sont des activités qui semblent fastidieuses, mais qui sont absolument transformatrices. Quand tu commences à voir exactement où va ton argent, tu prends conscience de comportements que tu ne soupçonnais pas. Les petites dépenses quotidiennes qui s'accumulent, les abonnements que tu as oubliés, les achats impulsifs qui semblaient anodines sur le moment mais qui représentent une somme considérable à l'échelle d'un mois ou d'une année. Un café à 3 € par jour, c'est 90 € par mois, 1080 € par an. Sur 10 ans, en tenant compte de l'intérêt composé, c'est plus de 15 000 € que tu aurais pu investir. Je ne te dis pas de ne jamais boire de café, et d'être conscient de tes choix. Parce que la richesse se construit dans les détails, dans les petites décisions quotidiennes que nous faisons souvent de manière inconsciente. La troisième habitude, c'est ce que j'appelle l'investissement continu dans ta connaissance. Il y a une vérité que j'ai vérifiée des centaines de fois au cours de ma carrière. Ton revenu ne peut pas dépasser ton niveau de développement personnel. Si tu veux gagner plus, tu dois devenir plus. Si tu veux gérer plus d'argent, tu dois développer la compétence de gérer l'argent. Si tu veux créer des revenus passifs, tu dois apprendre comment fonctionnent les investissements. La connaissance est le seul actif qui ne peut jamais être volé. Tu peux perdre ton emploi, ton entreprise, ta maison. Mais ce que tu sais, ce que tu as appris, les compétences que tu as développées, personne ne peut te les prendre. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus extraordinaires de l'histoire, dit qu'il consacre environ 80% de son temps à lire et à penser. 80%, pas à réunions, pas à des présentations, pas à des appels téléphoniques. À lire et à penser. Parce qu'il comprend que la qualité de ses décisions est directement proportionnelle à la qualité de ses connaissances. Recommande à tout le monde de lire au moins 30 minutes par jour dans son domaine. Pas des romans, pas des réseaux sociaux, pas des vidéos de divertissement. Les livres, des articles, des études sur la finance, les investissements, les affaires,
Le développement personnel. 30 minutes par jour, c'est environ 2 livres par mois. 24 livres par an. En 10 ans, tu auras lu 240 livres sur des sujets qui transforment ta vie. Pense à ce que cela représente en termes d'avantages compétitifs. Pendant que la plupart des gens passent leur soirée devant la télévision ou à faire défiler des réseaux sociaux, tu construis une bibliothèque mentale de connaissances qui va directement se traduire en meilleures décisions, en meilleures opportunités, et un revenu plus élevé. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui est souvent mal compris, la différence entre les actifs et les passifs. Robert Kiyosaki a popularisé cette distinction dans son livre Père riche, Père pauvre, et même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, sur ce point précis, il a parfaitement raison. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent dans ta poche. C'est aussi simple que ça, mais voici où ça devient intéressant. Beaucoup de choses que nous considérons comme des actifs sont en réalité des passifs. Ta voiture, par exemple, la plupart des gens pensant que leur voiture est un actif. Mais ta voiture te coûte de l'argent chaque mois. L'assurance, l'entretien, le carburant, les réparations, la dépréciation. Ta voiture est un passif. Ta maison est un sujet plus complexe. Beaucoup de gens croient que leur maison est leur actif le plus important. Et dans un sens, c'est vrai, si sa valeur augmente et que tu la vends un jour. Mais pendant que tu y vis, elle te coûte de l'argent. Le prêt hypothécaire, les taxes foncières, l'entretien, les réparations. Ta maison dans laquelle tu vis est davantage un passif qu'un actif, même si elle peut devenir un actif le jour où tu la vends. Les véritables actifs sont des choses comme des investissements qui génèrent des revenus, des actions qui versent des dividendes, des propriétés locatives qui génèrent des loyers, une entreprise qui fonctionne sans toi, droits d'auteur ou de propriété intellectuelle qui génèrent des royalties. La stratégie des bâtisseurs de richesse est simple à énoncer mais difficile à maintenir. Ils consacrent leur énergie à acquérir des actifs et à minimiser les passifs. Elles évitant de s'endetter pour acheter des choses qui se déprécient. Ils utilisent la dette de manière stratégique pour acquérir des actifs qui génèrent plus que le coût de la dette. Voici une question que je posais régulièrement lors de mes séminaires. Si tu perdais ton emploi demain, combien de temps pourrais-tu maintenir ton niveau de vie actuel sans travailler? Pour beaucoup de gens, la réponse est terrifiante. Quelques semaines, peut-être un mois ou deux, parce qu'ils n'ont pas d'actifs qui génèrent des revenus indépendamment de leur travail. C'est ce que j'appelle la vulnérabilité financière. Et c'est l'état dans lequel se trouve la grande majorité des gens. Ils sont à un seul événement de la catastrophe financière. Licenciement, une maladie, une crise économique, et tout s'effondre. La liberté financière, c'est l'opposé de ça. C'est quand tes actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir tes dépenses sans que tu aies à travailler. C'est quand tu travailles parce que tu le choisis, pas parce que tu y es obligé. Et ce n'est pas un rêve réservé aux ultra-riches. C'est un objectif atteignable pour quiconque est prêt à adopter les bonnes habitudes et la bonne mentalité. Permettons-nous maintenant d'explorer quelque chose de plus profond. La psychologie de l'argent. J'ai remarqué au fil des années que les difficultés financières ne sont presque jamais des problèmes techniques. Et ne sont pas des problèmes de mathématiques ou de stratégie. Ce sont des problèmes psychologiques, des problèmes de croyances, d'émotions, de comportement. L'un des patterns les plus destructeurs que j'observe est ce que j'appelle la dépense émotionnelle. Le shopping thérapeutique. Tu as eu une mauvaise journée au travail, tu es stressé, tu te sens seul ou anxieux et tu vas s'acheter quelque chose. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que l'acte d'acheter procure une bouffée de dopamine qui soulage temporairement l'inconfort émotionnel. Les entreprises de marketing le savent parfaitement. Elles ont des équipes entières de psychologues et de neuroscientifiques dont le seul objectif est de comprendre comment déclencher des achats impulsifs. Les couleurs, les sons, les odeurs dans les magasins, la disposition des produits, les messages publicitaires, tout est conçu pour contourner ta réflexion rationnelle et déclencher une réponse émotionnelle qui te pousse à jeter. Et nous sommes tous vulnérables à ça, moi y compris. La conscience de ce mécanisme est la première étape pour s'en libérer. Quand tu ressens l'envie d'acheter quelque chose, pose-toi une question simple. Est-ce que j'achète cela parce que j'en ai besoin et que ça va améliorer ma vie de manière significative? Ou est-ce que j'achète cela pour gérer une émotion? Cette pause de réflexion, même de 30 secondes, peut transformer tes habitudes de dépense. Il y a une règle que j'applique depuis des années et que je recommande à tous. Pour tout achat non essentiel de plus de 100 €, attends 24 heures avant de prendre la décision. Pour les achats de plus de 1000 €, attends une semaine. Pour les achats de plus de 10 000 €, prends le temps de faire une vraie analyse.
Tu seras surpris de constater combien d'achats que tu pensais absolument nécessaires dans le moment t'apparaissent totalement inutiles quelques heures ou quelques jours plus tard, une fois que l'émotion s'est dissipée. Un autre pattern psychologique destructeur, c'est ce que j'appelle la pensée à court terme. Nous sommes biologiquement câblés pour préférer les récompenses immédiates aux récompenses futures. C'est ce que les psychologues appellent le bias temporel ou la dépréciation temporelle. Notre cerveau valorise naturellement ce qui est disponible maintenant bien plus que ce qui sera disponible dans le futur. C'est pourquoi il est si difficile de renoncer à un plaisir immédiat pour un bénéfice futur. Manger sain maintenant pour être en meilleure santé dans 20 ans. S'exercer aujourd'hui pour avoir plus d'énergie dans 10 ans. Investir aujourd'hui pour être financièrement libre dans 30 ans. Notre cerveau primitif résiste à ces arbitrages parce qu'il est programmé pour la survie immédiate, pas pour la planification à long terme. Les bâtisseurs de richesse ont appris à surmonter ce bias, pas en supprimant leur désir immédiat, ce qui est impossible, mais en rendant les bénéfices futurs aussi concrets et émotionnellement réels que les plaisirs immédiats. Voici comment ils font. Ils ont une vision très précise et très détaillée de leur futur financier. Pas vague et abstraite. Précise et concrète. Ils savent exactement combien d'argent ils veulent avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Elles savent à quoi ressemblera leur vie quand ils auront atteint la liberté financière. Ils peuvent visualiser cette vie avec une clarté presque tactile. Et cette vision concrète du futur devient aussi réelle émotionnellement que les plaisirs immédiats, qui leur permet de dire non à une dépense impulsive non pas parce qu'ils se privent, mais parce qu'ils choisissent quelque chose de plus important. C'est une distinction cruciale. La discipline n'est pas de se priver. La discipline, c'est de choisir ce que tu veux vraiment au lieu de ce que tu veux maintenant. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup de gens évitent parce qu'il les met mal à l'aise. La dette. La dette est l'une des forces les plus puissantes dans l'économie moderne. Elle peut être un outil extraordinaire de création de richesse. Elle peut aussi être une chaîne qui t'enchaîne à une vie de servitude financière. La différence entre les deux, c'est le type de dette et l'usage que tu en fais. Il existe deux types de dettes, la dette productive et la dette destructive. La dette destructive, c'est la dette que tu contractes pour acheter des choses qui se déprécient ou qui te procurent un plaisir immédiat. Les dettes de carte de crédit pour des achats de consommation. Les prêts auto pour des voitures luxueuses. Les crédits à la consommation pour des vacances ou des gadgets électroniques. Cette dette te coûte de l'argent sans te rapporter quoi que ce soit en retour. La dette productive, c'est la dette que tu contractes pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus supérieurs au coût de la dette. Un prêt pour acheter une propriété locative dont les loyers couvrent le remboursement et génèrent un surplus. Financement pour développer une entreprise dont les revenus supplémentaires dépassent largement le coût du financement. Un investissement dans ta formation qui va te permettre d'augmenter significativement tes revenus. Les bâtisseurs de richesse évitent la dette destructive comme la peste. Et ils utilisent stratégiquement la dette productive pour accélérer leur accumulation de richesses. Si tu as actuellement des dettes de consommation, des dettes de carte de crédit, des prêts à la consommation, l'élimination de ces dettes doit être ta priorité absolue. Pas parce que c'est moralement supérieur, mais parce que mathématiquement, rembourser une dette qui te coûte 18% d'intérêt par an est le meilleur investissement que tu puisses faire. Aucun placement financier traditionnel ne te garantira un rendement de 18%. Il y a une stratégie que j'appelle la boule de neige de la dette, popularisée par Dave Ramsey. Tu listes toutes tes dettes de la plus petite à la plus grande. Tu payes le minimum sur toutes sauf la plus petite, sur laquelle tu concentres tout l'argent supplémentaire disponible. Quand tu l'as remboursé, tu prends tout ce que tu payais dessus et tu l'appliques à la dette suivante. Et ainsi de suite, comme une boule de neige qui grossit en descendant la pente, n'est pas nécessairement la stratégie mathématiquement optimale. Mathématiquement, tu devrais commencer par la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Mais psychologiquement, voir des dettes disparaître rapidement crée une dynamique de motivation qui est souvent plus précieuse que l'optimisation mathématique. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose qui peut être le levier le plus puissant de la création de richesse. Quelque chose que j'appelle les flux de revenus multiplés. Voici une statistique qui devrait te faire réfléchir. Une étude sur les millionnaires américains a révélé que la grande majorité d'entre eux avaient en moyenne 7 sources de revenus différentes. Pas une, pas deux. 7 n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie délibérée. Dépendre d'une seule source de revenus est l'une des formes les plus dangereuses de vulnérabilité financière. Si cette source disparaît, tu n'as plus rien. Et dans l'économie actuelle,
où les disruptions technologiques peuvent éliminer des secteurs entiers en quelques années, cette vulnérabilité est plus grande que jamais. Les bâtisseurs de richesse construisent progressivement plusieurs sources de revenus. Certaines sont actives, elles nécessitent ton temps et ton travail. D'autres sont passives, elles génèrent des revenus sans que tu aies à y travailler activement. Les revenus passifs sont le saint graal de la liberté financière. Dividendes d'actions, loyers des propriétés, royalties de livres ou de propriétés intellectuelles, revenus d'une entreprise qui fonctionne sans toi, revenus d'un blog ou d'une chaîne YouTube, revenus d'un cours en ligne que has créé une fois et qui se vend en continu, sont des exemples de revenus passifs. Je veux être honnête avec toi sur quelque chose. Il n'existe pas vraiment de revenus totalement passifs. Tous les revenus supposément passifs nécessitent un investissement initial, soit en argent, soit en temps et en effort. Une propriété locative nécessite un apport initial et une gestion continue. Un livre nécessite du temps pour être écrit. Un cours en ligne nécessite du temps pour être créé. Des actions nécessitent du capital pour être achetées. Mais la différence fondamentale, c'est que l'effort est concentré au début et que les revenus continuent ensuite. Tu travailles dur une fois pour créer quelque chose, et cette chose continue à te rapporter de l'argent pendant des années ou des décennies. C'est le modèle que les bâtisseurs de richesse cherchent à reproduire encore et encore. Créer un actif qui génère des revenus. Utiliser ces revenus pour créer un autre actif. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les revenus de tes actifs dépassent tes dépenses. C'est ça la liberté financière. Permettons-nous maintenant de parler d'investissement, parce que c'est le moteur de la création de richesses à long terme. Je ne suis pas un conseiller financier, et rien de ce que je dise ne doit être considéré comme un conseil financier personnalisé. Mais je peux te parler des principes généraux qui ont guidé les investisseurs les plus réussis de l'histoire. Le premier principe est la diversification. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Répartir ses investissements entre différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, liquidité, peut-être des actifs alternatifs. Chaque classe d'actifs a ses propres caractéristiques de risque et de rendement, et en les combinant, tu réduis le risque global de ton portefeuille sans nécessairement sacrifier le rendement. Le deuxième principe est l'horizon temporel. Plus ton horizon d'investissement est long, plus tu peux te permettre de prendre des risques calculés et plus la puissance de l'intérêt composé travaille en ta faveur. Les marchés financiers ont des hauts et des bas à court terme. Mais sur le long terme, les données historiques montrent une tendance générale à la hausse. L'investisseur qui panique lors d'une correction de marché et vend ses positions cristallise ses pertes. L'investisseur patient qui maintient ses positions traverse la tempête et profite de la reprise. Le troisième principe est la régularité. Investir régulièrement, que les marchés soient hauts ou bas, une stratégie appelée l'investissement périodique ou dollar cost averaging. Et cette approche élimine le risque de mal timing. Tu achètes plus d'unités quand les prix sont bas et moins quand ils sont hauts, ce qui te donne automatiquement un prix moyen d'achat favorable. Le quatrième principe est la patience. Warren Buffett a une phrase magnifique. Le marché boursier est un mécanisme qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Les gens qui cherchent à s'enrichir rapidement en bourse, en essayant de timer le marché, en faisant du trading actif, perdent presque toujours face aux investisseurs passifs et patients qui achètent et conservent des actifs de qualité sur le long terme. Il y a une étude fascinante et réalisée par Fidelity Investments qui a cherché à identifier leurs meilleurs investisseurs sur une longue période. Le résultat a surpris tout le monde. Les meilleurs investisseurs étaient soit des gens qui avaient oublié qu'ils avaient un compte chez Fidelity, soit des gens qui étaient décédés. Autrement dit, les personnes qui n'avaient pas touché à leurs investissements avaient obtenu les meilleurs résultats. Parce que les décisions fréquentes, motivées par la peur ou la cupidité, détruisent les rendements, veut aussi parler de quelque chose que j'observe souvent et qui me préoccupe, la recherche de la richesse rapide. Nous vivons à une époque extraordinaire en termes d'accès à l'information et aux opportunités. Mais cette même époque a produit une culture de l'immédiateté qui est profondément toxique pour la construction de richesses durables. Les réseaux sociaux sont remplis de gens qui prétendent avoir trouvé le secret pour devenir riches rapidement. Les crypto-monnaies, les NFTs, le trading de Forex, les programmes de marketing multiniveau, les formations miraculeuses qui te promettent 6 figures en quelques semaines. Ces offres exploitent notre désir naturel de résultats rapides et notre impatience. Et parfois, certaines personnes gagnent effectivement de l'argent rapidement avec ces approches. Mais pour chaque personne qui réussit, combien ont tout perdu? Les histoires de réussite spectaculaires sont visibles et médiatisées. Les histoires d'échecs et de pertes sont invisibles et silencieuses.
Il y a un principe que j'appelle la règle du risque symétrique. Si une opportunité te promet des rendements extraordinaires, le risque est proportionnellement extraordinaire. Et il n'existe pas de rendements élevés sans risque élevé. Quiconque te dit le contraire essaye soit de te vendre quelque chose, soit ne comprend pas lui-même ce dont il parle. La richesse durable s'est construite lentement, méthodiquement, avec discipline et patience. Ce n'est pas ce que les gens veulent entendre, mais c'est la vérité que les données soutiennent de manière écrasante. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel que beaucoup de gens négligent dans leur parcours vers la liberté financière. L'augmentation de tes revenus. J'ai beaucoup parlé de dépenses, d'épargne, d'investissement. Mais il y a une limite à combien tu peux économiser. Tu ne peux pas économiser plus que ce que tu gagnes. En revanche, il n'y a théoriquement pas de limite à combien tu peux gagner. Augmenter tes revenus est donc un levier tout aussi important que de maîtriser tes dépenses. Et la meilleure façon d'augmenter tes revenus, c'est d'augmenter ta valeur sur le marché. Voici une vérité économique fondamentale. Tu es payé en proportion directe de la valeur que tu crées pour les autres. Si tu veux gagner plus, tu dois créer plus de valeur. Si tu veux doubler tes revenus, tu dois doubler la valeur que tu apportes. C'est aussi simple et aussi exigeant que ça. Comment augmenter ta valeur sur le marché? En développant des compétences rares et précieuses, en devenant un expert dans ton domaine, et en résolvant des problèmes que peu de gens savent résoudre, en combinant des compétences de manière unique et innovante. J'ai un exemple qui illustre bien ce principe. Et il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui travaillait comme comptable dans une entreprise de taille moyenne. Elle gagnait un salaire correct mais pas exceptionnel. Elle a décidé d'investir dans sa formation pendant 2 ans. Elle a appris la fiscalité internationale, la comptabilité des entreprises technologiques et elle a obtenu des certifications spécialisées. 2 ans plus tard, elle avait presque triplé son revenu en travaillant comme consultante indépendante pour des startups technologiques. Même domaine de base, mais une valeur ajoutée considérablement plus élevée grâce à des compétences spécialisées. La clé est de toujours te demander « Comment puis-je devenir plus précieux? Quelles compétences, quelles connaissances, quelles expériences me permettraient de créer plus de valeur pour les personnes et les organisations qui m'épaient ?» Et voici quelque chose d'important sur l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de gens pensent que la voie vers la richesse passait nécessairement par la création d'une entreprise. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat offre un potentiel de revenus illimité que le salariat ne peut pas égaler. Mais l'entrepreneuriat comporte aussi des risques et des défis considérables. Que observe chez les entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent fuir quelque chose. Ils ne créent pas une entreprise parce qu'ils détestent leur patron ou qu'ils veulent ne plus jamais travailler. Elles créent une entreprise parce qu'ils ont identifié un problème réel que des gens ont et qu'ils croient pouvoir le résoudre mieux que quiconque. L'entrepreneuriat réussi commence toujours par la valeur créée pour les autres, pas par le désir de s'enrichir. Le désir de s'enrichir est une conséquence de la valeur créée, pas un point de départ. J'ai vu trop de gens se lancer dans des projets entrepreneuriaux en se demandant « Comment puis-je gagner de l'argent ?» Au lieu de se demander « Quel problème puis-je résoudre mieux que les autres ?» Ces deux questions mènent à des endroits très différents. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet que je considère comme l'un des plus importants et des moins discutés dans le domaine de la finance personnelle, la protection de ta richesse. Beaucoup de gens passent des années à construire leur richesse, mais négligent complètement de la protéger. Et il suffit d'un seul événement, une maladie grave, un accident, une litige juridique, une mauvaise décision d'investissement, pour effacer des années de travail acharné. La protection de la richesse commence par l'assurance. Une assurance santé adéquate, une assurance invalidité, qui est souvent la plus sous-estimée. Une assurance vie si tu as des personnes à charge, une assurance habitation et une assurance responsabilité civile. Ces protections ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements dans la préservation de ce que tu as construit. La protection de la richesse inclut aussi la diversification que j'ai mentionnée plus tôt. Ne jamais concentrer trop de richesse dans une seule actif, une seule entreprise, un seul secteur, une seule pays. La diversification est la seule protection gratuite contre le risque. Elle inclut également la constitution d'un fonds d'urgence, un coussin financier équivalent à 3 à 6 mois de dépenses, dans un compte liquide et sécurisé que tu ne touches jamais sauf en cas de véritable urgence. Fonds d'urgence est ce qui te permet de traverser les périodes difficiles sans être forcé de vendre tes investissements à un mauvais moment ou de contracter des dettes coûteuses. Elle inclut une planification successorale appropriée.
Un testament, des bénéficiaires désignés sur tes comptes, peut-être des structures juridiques s'appropriées selon ta situation. Ces outils permettent de s'assurer que ce que tu as construit sera transmis selon tes souhaits et non selon les décisions d'un tribunal. Je sais que ces sujets peuvent sembler complexes ou intimidants, mais tu n'as pas besoin de tout comprendre toi-même. Tu as besoin de travailler avec des professionnels compétents, un conseiller financier, un comptable, un avocat spécialisé, qui peuvent te guider dans la mise en place de ces protections. Investissement dans de bons conseils professionnels est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Les erreurs financières que ces professionnels peuvent t'aider à éviter coûtent souvent bien plus que leurs honoraires. Permettons-nous maintenant d'explorer quelque chose qui est au cœur de tout ce dont nous avons parlé. La question de l'identité financière. Qui es-tu financièrement? Comment te définis-tu par rapport à l'argent? Si quelqu'un te demandait de décrire ta relation avec l'argent en quelques mots, que dirais-tu? Que tu es quelqu'un qui a toujours du mal à joindre les deux bouts? Que tu n'es pas doué pour les finances? Que l'argent te glisse toujours entre les doigts? Ou que tu es quelqu'un qui gère bien son argent, qui investit régulièrement, qui construit sa liberté financière? Les mots que tu utilises pour te décrire sont importants, pas parce qu'ils reflètent une réalité fixe, mais parce qu'ils créent une réalité. Notre cerveau est câblé pour agir de manière cohérente avec notre identité. Si tu te définis comme quelqu'un qui est mauvais avec l'argent, ton cerveau va inconsciemment chercher des preuves qui confirment cette identité et va te pousser vers des comportements qui la confirment. C'est ce que les psychologues appellent la cohérence identitaire. Nous faisons naturellement des choses qui sont cohérentes avec qui nous pensons être. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ton identité financière, pas en te racontant des mensonges, mais en commençant à adopter les comportements de la personne que tu veux devenir. Parce que l'identité suit le comportement autant que le comportement suit l'identité. Si tu commences à te payer un premier chaque mois, même avec un petit montant, tu commences à te comporter comme quelqu'un qui prend ses finances au sérieux. Si tu lis son livre sur la finance personnelle, tu commences à te comporter comme quelqu'un qui s'éduque financièrement. Si tu suis tes dépenses et établis un budget, tu commences à te comporter comme quelqu'un qui gère bien son argent. Et progressivement, ces comportements construisent une nouvelle identité. Tu commences à te voir différemment. Tu commences à prendre des décisions différentes et tes résultats financiers commencent à refléter cette nouvelle identité. C'est ce que j'appelle le principe de l'identité progressive. Tu ne peux pas te réveiller demain matin avec une identité financière complètement différente. Mais tu peux commencer à construire cette identité aujourd'hui, une action à la fois, une décision à la fois. Il y a quelque chose que je veux te dire maintenant et je veux que tu l'entendes vraiment. Peu importe où tu es né aujourd'hui financièrement, peu importe les erreurs que tu as faites dans le passé, peu importe les dettes que tu as accumulées, les opportunités que tu as manquées, les mauvaises décisions que tu as prises. Tout ça appartient au passé. Et le passé ne peut pas être changé. Mais le futur, lui, est encore entièrement entre tes mains. J'ai rencontré des gens qui ont commencé à construire leur richesse à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, qui ont remboursé des dettes écrasantes, y ont transformé des situations financières désastreuses en situations de confort et de sécurité. Pas parce qu'ils avaient une baguette magique, mais parce qu'ils ont décidé de changer, parce qu'ils ont pris la responsabilité totale de leur situation financière et ont commencé à appliquer les principes dont nous parlons aujourd'hui. La responsabilité personnelle est d'ailleurs le fondement de tout ce dont nous avons discuté. Tant que tu attribuais ta situation financière à des facteurs externes, à l'économie, au gouvernement, à ton employeur, à ta famille, à ta chance, tu te prives du pouvoir de changer quoi que ce soit. Parce que si ta situation est causée par des facteurs externes, seuls ces facteurs externes peuvent la changer. Mais quand tu acceptes la responsabilité totale de ta situation financière, quand tu reconnais que les décisions que tu as prises t'ont amené là où tu es aujourd'hui, alors tu récupères le pouvoir de prendre des meilleures décisions qui te mèneront à un meilleur endroit demain. Ce n'est pas une question de culpabilité ou d'autoflagellation. C'est une question de pouvoir. Prendre la responsabilité, c'est prendre le pouvoir. Parlons maintenant d'un concept que j'appelle la valeur nette cible. Parce que l'une des raisons pour lesquelles tant de gens n'atteignent jamais leurs objectifs financiers, c'est qu'ils n'en ont jamais vraiment défini. Voici une question directe. Combien d'argent veux-tu avoir dans 10 ans? Pas approximativement. Précisément, un chiffre spécifique. Et pourquoi ce chiffre? Qu'est-ce que cela représenterait pour ta vie, ta liberté, ta famille, tes possibilités? La plupart des gens n'ont jamais répondu à cette question avec précision. Ils ont des rêves vagues de richesse, de liberté financière, de ne plus avoir à s'inquiéter de l'argent. Mais ces rêves vagues ne motivent pas l'action.
Ce qui motive l'action, c'est un objectif précis, mesurable, avec une date limite. Voici comment je recommande de définir ton objectif financier. D'abord, détermine combien tu as besoin pour être financièrement libre. Financièrement libre signifie que tes revenus passifs couvrent tes dépenses sans que tu aies à travailler. Pour calculer cela, prends tes dépenses annuelles et multiplie-les par 25. C'est la règle des 4%, basée sur des recherches qui montrent qu'un portefeuille diversifié peut soutenir des retraits de 4% par an indéfiniment. Par exemple, si tes dépenses annuelles sont de 40 000 euros, tu as besoin d'1 million d'euros investis pour être financièrement libre. 40 000 multiplié par 25 égale 1 million. Chiffre peut sembler énorme ou inaccessible. Mais quand tu le décomposes en étapes annuelles, mensuelles, hebdomadaires, il devient beaucoup plus concret et atteignable. Une fois que tu as ton objectif, tu peux travailler à rebours pour définir ce que tu dois faire chaque mois pour l'atteindre. Combien dois-tu épargner? Combien dois-tu investir? Quel rendement dois-tu viser? Quelles compétences dois-tu développer pour augmenter tes revenus? Ce processus de planification financière est lui-même transformateur. Elle te force à penser de manière stratégique à ton futur financier au lieu de simplement réagir aux circonstances au jour le jour. Il y a quelque chose que j'appelle la loi de l'attraction financière, et je ne parle pas de métaphysique ou de pensée magique. Je parle d'un phénomène psychologique réel. Quand tu as un objectif financier clair, et que tu penses régulièrement à cet objectif, ton cerveau commence à remarquer des opportunités, des ressources, des connexions que tu n'aurais pas remarquées autrement. C'est le principe de l'activation réticulaire. La formation réticulaire de ton cerveau est le filtre qui décide quelles informations de ton environnement méritent ton attention consciente. Quand tu programmes cet filtre avec un objectif précis, il commence à scanner ton environnement à la recherche d'informations pertinentes pour cet objectif. C'est pourquoi, quand tu achètes une nouvelle voiture, tu commences soudainement à voir cette même voiture partout. Elle était là avant, mais ton cerveau ne la filtrait pas comme pertinente. Une fois que tu as cet objectif financier clairement défini, tu commences à voir des opportunités qui étaient là tout le temps mais que tu ne remarquais pas. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose que j'appelle les relations financières, parce que les personnes qui t'entourent ont un impact considérable sur tes décisions financières. Et il y a une étude célèbre qui montre que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. En termes de revenus, de richesse, d'attitudes envers l'argent, nous sommes profondément influencés par notre entourage immédiat. Si tu passes la plupart de ton temps avec des personnes qui ont une mentalité de dépense, qui vivent au-dessus de leurs moyennes, qui se plaignent de leurs difficultés financières sans rien faire pour les résoudre, ces attitudes vont inévitablement déteindre sur toi. Et non pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce que nous sommes des êtres sociaux qui nous adaptons à notre environnement social. À l'inverse, si tu passes du temps avec des personnes qui ont une mentalité de bâtisseur, qui parlent d'investissement, qui partagent des connaissances financières, qui se soutiennent mutuellement dans leurs objectifs, va naturellement adopter ces attitudes et ces comportements. N'est pas une raison d'abandonner tes amis ou ta famille, mais c'est une raison d'être intentionnel dans la construction de ton réseau, de chercher des mentors, des communautés, des groupes de personnes qui ont les attitudes financières que tu veux développer. Un mentor en particulier peut avoir un impact transformateur. Quelqu'un qui a déjà atteint le niveau de réussite financière que tu vises, qui peut te guider, te donner des conseils, te faire éviter les erreurs qu'il a lui-même commises. La valeur d'un bon mentor est inestimable. Et si tu n'as pas accès à un mentor en personne, les livres sont les mentors les plus accessibles qui existent. Chaque livre, écrit par une personne financièrement réussie, est une opportunité de passer des heures dans l'esprit de cette personne, d'apprendre de ses expériences, de ses erreurs, de ses insights. C'est un privilège extraordinaire que nous tenons souvent pour acquis. Parlons maintenant de quelque chose qui est profondément lié à la réussite financière mais qui est rarement discuté dans ce contexte. La santé. Ta santé est ton actif le plus précieux. Sans elle, aucune richesse financière n'a de sens. Et les décisions que tu prends aujourd'hui en matière de santé, de nutrition, d'exercice, de sommeil, de gestion du stress auront un impact direct sur ta capacité à travailler, à penser clairement, à prendre de bonnes décisions, à avoir l'énergie nécessaire pour construire ta richesse. J'ai observé que les personnes financièrement les plus réussies que j'ai rencontrées prennent presque toute leur santé très au sérieux. Elles dorment suffisamment. Elles font de l'exercice régulièrement. Elles font attention à leur alimentation. Elles gèrent leur stress, pas parce qu'elles sont obsédées par leur corps, mais parce qu'elles comprennent que leur cerveau et leur corps sont les outils avec lesquels elles construisent leur richesse. Un cerveau bien reposé, bien nourri, régulièrement exercé prend de meilleures décisions. Il est plus créatif,
plus focalisé, plus résilient face aux défis. Et dans le monde des affaires et des finances, la qualité de tes décisions est directement proportionnelle à la qualité de tes résultats. Investir dans ta santé, c'est investir dans ta santé, c'est investir dans ta capacité à créer de la richesse. Et n'est pas une dépense. C'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Il y a aussi quelque chose d'important sur le temps, parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse et la plus non renouvelable que tu possèdes. Nous avons tous exactement 24 heures par jour, ni plus, ni moins. La différence entre les personnes qui construisent une richesse significative et celles qui restent dans la médiocrité financière n'est souvent pas une différence de talent ou d'intelligence. C'est une différence dans l'utilisation de leur temps. Les bâtisseurs de richesse sont extrêmement intentionnels avec leur temps. Elles savent que chaque heure passée à des activités à faible valeur ajoutée est une heure qui n'est pas investie dans des activités à haute valeur ajoutée. Elles apprennent à déléguer, à externaliser, à automatiser les tâches qui peuvent l'être pour libérer leur temps pour les activités qui créent le plus de valeur. Il y a un concept que j'appelle la valeur horaire. Combien vaut ton heure? Si tu gagnes 50 000 euros par an et que tu travailles 2000 heures, ton heure vaut 25 euros. Si tu veux gagner 100 000 euros, ton heure doit valoir 50 euros. Si tu veux gagner en millions, ton heure doit valoir 500 euros. Cette perspective te permet de prendre de meilleures décisions sur comment utiliser ton temps. Si quelqu'un te propose de faire une tâche pour 20 euros de l'heure et que tu peux externaliser cette tâche pour 10 euros de l'heure, tu libères du temps que tu peux utiliser pour des activités qui valent 50 euros ou 100 euros de l'heure. C'est un arbitrage financièrement intelligent. Les bâtisseurs de richesse pensent constamment en termes de valeur de leur temps. Elles sont prêts à payer pour économiser du temps sur des tâches à faible valeur parce qu'ils savent qu'ils peuvent utiliser ce temps pour créer beaucoup plus de valeur ailleurs. Je veux maintenant te parler d'un principe que j'appelle la loi du double. C'est une observation que j'ai faite au fil de mes années de travail avec des entrepreneurs et des professionnels. Presque tout le monde a la capacité de doubler ses revenus en 5 ans. Pas en travaillant 2 fois plus, mais en travaillant différemment. En développant les bonnes compétences, en prenant les bonnes décisions, en construisant les bonnes relations, en se positionnant sur les bons marchés. La question n'est pas de savoir si c'est possible. La question est de savoir ce qui t'en empêche. Et dans mon expérience, ce qui empêche la plupart des gens de doubler leurs revenus, ce ne sont pas des obstacles externes, ce sont des obstacles internes, des croyances limitantes, la peur de l'échec, la peur du succès, le manque de clarté sur ce qu'ils veulent vraiment, l'absence d'un plan concret. Voici un exercice que je te propose. Prends une feuille de papier et écris en haut, si mon revenu était le double de ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment? Et ensuite, écris tout ce qui te vient à l'esprit, sans censure, sans rougement. Laisse les idées couler. Tu vas probablement écrire des choses comme « J'investirai plus, je rembourserai mes dettes. Je prendrai plus de risques calculés, je me formerai dans tel domaine, je développerai tel projet. » Et maintenant, la question qui change tout. Pourquoi n'es-tu pas en train de faire ces choses maintenant? Parce que souvent, les actions qui te mèneraient au double de tes revenus ne nécessitent pas d'avoir le double de tes revenus pour commencer. Elles nécessitent juste de changer de perspective et de commencer à agir différemment. Nous approchons de la fin de notre conversation d'aujourd'hui et je veux te laisser avec quelques réflexions finales qui, j'espère, resteront avec toi longtemps. La première, c'est que la richesse est ton choix, pas un choix facile, pas un choix qui se fait une seule fois, mais un choix qui se renouvelle chaque jour, dans chaque décision, grande ou petite. Chaque fois que tu choisis d'épargner plutôt que de dépenser, tu choisis la richesse. Chaque fois que tu choisis d'apprendre plutôt que de te divertir, tu choisis la richesse. Chaque fois que tu choisis la discipline à long terme plutôt que la gratification à court terme, tu choisis la richesse. La deuxième, c'est que la richesse financière n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'avoir plus de liberté, plus de choix, plus de sécurité, plus de possibilités de contribuer au monde et aux personnes que tu aimes. Quand tu gardes ça en tête, la discipline financière ne devient pas une punition. Elle devient une expression de tes valeurs les plus profondes. La troisième, c'est que chaque grand voyage commence par un premier pas. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Tu as juste besoin de commencer, de prendre une action concrète, aussi petite soit-elle, dans la bonne direction. Peut-être que ce premier pas, c'est d'ouvrir un compte d'épargne et d'y mettre 50 euros cette semaine. Peut-être que c'est de commander un livre sur la finance personnelle. Peut-être que c'est d'annuler un abonnement que tu n'utilises pas vraiment. Peut-être que c'est de t'asseoir pendant 1 heure et d'écrire tes objectifs financiers pour les 5 prochaines années.
Peu importe quel est ce premier pas, ce qui compte, c'est de le faire. Parce que l'action crée l'élan. Et l'élan crée le changement. La quatrième réflexion, c'est que le temps est ton allié le plus puissant si tu commences maintenant, et ton ennemi le plus implacable si tu continues d'attendre. Chaque jour que tu passes à ne pas prendre soin de tes finances est un jour de plus que le temps travaille contre toi. Chaque jour que tu passes à construire de bonnes habitudes financières est un jour de plus que le temps travaille pour toi. La cinquième et dernière réflexion, c'est que tu en es capable. Dis ça non pas comme un slogan vide de sens, mais comme une conviction profonde basée sur des décennies d'observation. J'ai vu des gens qui avaient tout contre eux construire des vies de liberté financière. J'ai vu des gens qui avaient commis les pires erreurs financières imaginables se relever et construire quelque chose d'extraordinaire. Qui les différenciait des gens qui n'y arrivaient pas? Ce n'était pas le talent, l'intelligence ou la chance. C'était la décision. La décision ferme, irrévocable, de prendre en main leur destinée financière. Ne plus attendre que les circonstances changent. De ne plus attendre le bon moment. De commencer là où ils étaient, avec ce qu'ils avaient. Michel, l'homme que j'ai rencontré dans ce café à Toronto, m'a dit quelque chose d'autre ce jour-là. Il m'a dit, Brian, le jour où j'ai décidé de prendre mes finances au sérieux, je n'avais pas plus d'argent qu'avant. Je n'avais pas de plan parfait. Je n'avais pas de certitudes. J'avais juste une décision. Et cette décision a tout changé. Prendre soin de tes finances est la manière silencieuse de devenir riche. Silencieuse parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle ne crée pas de sensation immédiate. Elle ne génère pas d'applaudissements ou d'admiration à court terme. Elle se construit dans l'ombre, dans la discipline quotidienne, dans les petites décisions que personne ne voit. Mais avec le temps, cette construction silencieuse crée quelque chose de magnifique. Une vie de choix, une vie de liberté. Une vie où l'argent est ton serviteur et non ton maître. Une vie où tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta famille, ta santé, ta contribution au monde, tes passions, tes rêves. Et cette vie est disponible pour toi. Elle a toujours été disponible pour toi. Il suffisait de comprendre comment elle s'est construite. Maintenant tu sais, la question qui reste, c'est ce que tu vas faire de ce que tu sais. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Et rappelle-toi, le succès n'est pas un accident. C'est le résultat naturel de l'application cohérente des bons principes, dans le bon ordre, pendant suffisamment longtemps. Commence aujourd'hui, commence maintenant, commence là où tu es.